Ça va, ça microphone? C'est mieux avec micro. Bon, excusez-moi, je m'élève parce que je n'arrive pas trop à parler assis. Très rapidement, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de discuter de ces sujets. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très difficile de discuter d'une manière rationnelle à l'intérieur du débat public de certains types de thèmes. La référence à la majorité invisible, j'essaierai d'être rapide et de cadrer ce que je vais dire par rapport à qu'est-ce que c'est l'Europe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en Europe, on vit à un problème fondamental et très simple. Et moi, je pense que la raison pour laquelle les gens se détachent de plus en plus de l'idée d'Europe, c'est que l'idée d'Europe a changé au fur et à mesure qu'il s'est développé. Surtout à partir des années 70, en fait, les projets de construction européenne ont pris une autre direction par rapport à ce qui était souhaité par les pères fondateurs de l'Union européenne. En fait, au début des années 70, l'Union européenne est progressivement devenue un moyen de bâtir une unité monétaire à l'intérieur de l'Europe, une unité monétaire qui était fonctionnelle à la construction d'un marché commun européen. Et donc tout ce qui était les souhaits, les espoirs, les idées et la volonté des pères fondateurs de l'Europe entre les années 50 et les débuts des années 70 a été perdu. Alors là, je ne veux pas vous faire la chrono-histoire des raisons pour lesquelles on est arrivé à ça, ou à la construction du Maastricht et après de l'Union européenne. Ça a commencé bien évidemment. Mais je vais plutôt m'interroger très rapidement sur les conséquences sociales de ces changements d'inspiration du projet européen. Les conséquences étaient très simples. On a entamé une intégration monétaire, mais si vous bâtissez une union monétaire dans des pays qui ont des cycles économiques très différents, ce que vous faites, en fait, vous enlevez la capacité des pays à faire leur propre politique économique. Exemple très simple, l'Italie a toujours joué à l'intérieur du jeu européen en faisant de la dévaluation compétitive, on disait, c'est-à-dire on dévaluait la lire pour pouvoir exporter, ramener de la monnaie, repayer la dette et continuer à faire fonctionner le système économique. Si vous faites, avec ce qu'on a fait avec les paramètres de Maastricht, une Union européenne stricte, vous interdisez aux pays de pouvoir faire ça. Et donc vous avez trois moyens, en fait, de rééquilibrer les relations qui se passent entre les pays à l'intérieur d'une zone monétaire comme la zone euro. La première, c'est d'avoir de la mobilité du travail. N'oubliez pas, on est toujours dans un environnement où ce que nous disait Marx est valable, c'est-à-dire tout le monde se joue sur la mobilité des capitaux et du travail. Donc, vous pouvez adresser les différences économiques des pays qui ont leur monnaie et leur potentialité de faire de la politique économique bloquée en faisant bouger les gens. Donc, vous avez de la croissance économique dans certains pays, et bon, les gens qui se trouvent à l'intérieur des pays pauvres, moi je viens des Calabres, au sud d'Italie, bougent vers les centres. Londres, Paris, Berlin. Donc, première manière de faire continuer l'union monétaire à l'intérieur d'un marché commun. La deuxième, c'est de redistribuer au niveau fiscal. Donc, les pays qui exportent les plus, parce qu'il y en a une monnaie commune, et donc font monter leur exportation à l'extérieur de la zone euro, par exemple l'Allemagne, devraient redistribuer au niveau fiscal aux zones pauvres qui n'ont pas cette capacité d'exporter, la Grèce. Okay. Et ça se faisait à l'intérieur des pays. Pour nous, pour les Italiens, c'est très facile de raisonner dans ce type d'environnement parce que l'Italie s'est fait exactement comme l'Union européenne pendant le 19e siècle. L'Union imparfaite, bien évidemment, comme vous pouvez voir, c'est que ce n'est pas entre le nord et le sud. Et la troisième manière de faire fonctionner ces machins qui est l'Union européenne, c'est de baisser les coûts du travail dans les pays qui n'ont pas la capacité d'exporter comme les pays plus forts. Donc, si l'Allemagne exporte beaucoup, pour la Grèce ou pour l'Italie, l'unique manière de rester à l'intérieur de ces mécanismes monétaires est de baisser les coûts du travail. Alors là, je viens aux conséquences sociales, et après j'arrête rapidement. Mais si vous faites ça, donc c'est la stratégie pour l'Europe, c'est celle de baisser les coûts du travail, parce que vous décidez que vous ne pouvez pas faire des politiques redistributives fiscales parce qu'il n'y a pas de solidarité entre les pays, et donc les gens qui viennent au nord de l'Allemagne se demandent bien pourquoi ils devraient aider les Grecs. Ils devraient parce qu'en fait ils ont des avantages par rapport à l'union monétaire, mais ça c'est pas visible à l'intérieur du pays. Quand vous parlez avec les gens communs, vous parlez avec un Allemand ou un Allemand, il vous dira pourquoi je dois aider les Grecs. Sur ça, on peut en discuter.
Et la mobilité à l'intérieur des pays européens, et ça c'est la voie néolibéraliste en fait, à l'Union européenne, mobilité des capitaux, mobilité des travails, mais seulement 3% des Européennes travaillent dans un autre pays de l'Union, il vous reste que de baisser les coûts du travail. Et pour baisser les coûts du travail, nous on a fait ça de différentes manières. Et la manière principale dans laquelle on a fait baisser les coûts du travail, c'était en réduisant les garanties sociales pour n'importe quel type de travail. Or, ça s'est fait en France beaucoup moins que dans d'autres pays, mais ça commence, surtout pour les jeunes. Si vous regardez aux données sur l'emploi en France, vous pouvez voir que les gens qui sont entre 35, 40 ans et plus, ils vivent dans un monde de pays nordiques, et les jeunes, ils vivent dans un pays méditerranéen où il y a précarité et problème de l'emploi. En Italie, bien sûr, bien évidemment, les choses sont allées d'une manière beaucoup pire. Et donc, je conclue sur ça, ces premiers tours de table. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions. Une solution, c'est de se dire l'Union européenne ne marchera jamais, parce que c'est un machin néolibéral qui a été dominé pour 40 ans par des politiques néolibéralistes et par des gens qui ont poussé l'austérité, pas seulement que dans les derniers temps. Donc on sort de l'Europe, on sort de l'euro, et on reprend en main notre monnaie économique. Il y a un problème avec cette solution, c'est que sortir de la zone euro, ça ne signifie pas d'être à l'abri de la force des marchés financiers, des mouvements des capitaux, où le travail n'a aucune force. Donc c'est une solution qui dans les brefs termes pourrait aider, parce que les pays pourraient reprendre en main leur potentialité économique, faire peut-être baisser un peu la précarité du travail et le chômage, mais sur les longs termes, ça serait quand même très compliqué. Et la deuxième solution, ça serait de reprendre en main l'Union européenne et de dire on ne veut plus cette construction néolibérale, et on doit faire pousser les choses d'une manière plus collective et solidariste. Et donc pour faire ça, il faut bâtir des sentiments de solidarité entre ce que j'appelle majorité invisible à l'intérieur de l'Europe. Et aujourd'hui, bien évidemment, on est très loin de ça. Et c'est là, et sur ça j'arrête, où vous avez les dilemmes, je ne parle pas trop de la droite, mais à gauche, chez les progressistes, vous avez les dilemmes entre des gens qui continuent à croire qu'on peut créer de l'emploi à l'intérieur du contexte présent de l'Union européenne en essayant de l'améliorer dans le futur, et des gens qui vous disent, de toute manière, on ne peut pas continuer comme ça, c'est mieux de sortir. Les deux voies, c'est-à-dire continuer comme on est aujourd'hui en créant du travail précaire ou sortir sans aucun accord entre les pays, c'est des voies qui ne marchent pas. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation sociale et politique où on voit très très mal comment ça sortir, et ça, bien évidemment, donne un grand avantage à la droite qui a beaucoup plus de facilité à manœuvrer un peu la lèvre culturelle pour dire aux gens, bon, regardez, les problèmes c'est les migrants, c'est les gens qui viennent de l'extérieur. Je m'arrête sur ça, mais je vais bien, et je pense que ça c'est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui les choix, c'est pas simplement entre sortir de l'euro ou rester dans l'Europe telle qu'elle est, mais c'est vraiment d'essayer de réimaginer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au système économique et au mouvement de capital et travail à l'intérieur de la zone euro, mais à l'intérieur de chaque pays européen. Et c'est ça la vraie question. C'est pas une question simple, c'est pas une question qui ça va se résoudre toujours en Europe. Merci beaucoup, Emmanuel. Moi, je passerai la parole à ce propos à Ghislaine Glasson-Lechaume. Ghislaine coordonne depuis 2012 un programme scientifique sur l'histoire du patrimoine à la mémoire de l'Université Nanterre. Elle est membre associée de l'Institut des sciences sociales du politique et membre du conseil scientifique du Collège international de philosophie. Elle est une militante aussi. Elle a fondé et dirigé jusqu'en 2014 la revue internationale transeuropéenne et elle a dirigé la ONG qui porte le même nom, transeuropéenne. Elle a beaucoup travaillé sur la création d'un militantisme euro-méditerranéen et justement pour essayer de répondre à une question laissée ouverte par Emmanuel, j'aimerais la solliciter sur la possibilité même d'imaginer un activisme transnational en Europe, des luttes communes. Comment, d'après
ton expérience, ça c'est possible, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce que elle fait la gauche, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de mieux. Alors, bon, d'abord, je suis très, très heureuse d'être là. Merci à Quentin et à toi pour cette invitation. Une des questions peut-être qui mérite d'être posée quand on essaie de se représenter ce que pourrait être aujourd'hui une action transnationale ou des actions transnationales, c'est d'abord celle de notre capacité à se situer par rapport au national. Dès qu'on entre en matière avec des réseaux, que ce soit des réseaux culturels, des réseaux de militants de droits de l'homme, de droits des femmes, avec de développement durable, tout ce que vous voulez, il est rare de ne pas être confronté très vite et sur des enjeux qu'on n'attend pas, qu'on n'a pas nécessairement vu venir, qui n'ont pas été posés, des résurgences ou des surgeons de la perspective nationale, pour ne pas dire nationaliste, sans nécessairement que les militants en aient conscience. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais un des cas les plus intéressants, c'est effectivement le militantisme autour des droits de l'homme, ou alors toutes les grandes actions syndicales dont j'ai pu être témoin au niveau euro-méditerranéen, où très très vite, la culture nationale, parce qu'on se réfère à elle comme relevant d'une culture politique, de la négociation, de la manière de construire le consensus ou autre, va être opposée presque en préalable, avant même d'entrer en matière sur des discussions de fond. Et ce sont des choses qui ne sont jamais dépliées complètement. C'est-à-dire quand on construit une action transnationale, si presque je dirais pas seulement en préalable, mais tout au cours du processus, on n'est pas capable de déconstruire son propre rapport au national et sa propre vision de ce que ça signifie, le transnational, pour ne pas dire le trans-européen, eh bien, on arrive sur des os. Et des os, au sens même où on peut avoir des os dans un processus de traduction, c'est-à-dire des choses intraduisibles, c'est-à-dire qu'un processus politique peut s'effondrer si des éléments qui ont trait aux pratiques, aux perspectives et à l'identification de soi dans la communauté nationale comme une figure militante, comme une référence dans tel ou tel domaine n'a pas été clarifiée. Le deuxième point, c'est que on a vu dans la tension entre, je dirais il y a 15-20 ans, entre les forums sociaux mondiaux, voire leur rejeton qui étaient les forums sociaux européens, et les tentatives pour construire des forums civils qui, eux, essayaient d'entrer en dialogue avec les institutions européennes, et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, euro-méditerranéennes, on a bien vu des dynamiques antinomiques. C'est-à-dire que, d'un côté, toute la vertu des forums sociaux mondiaux qui a été de mettre en mouvement des grandes questions qui sont encore aujourd'hui pertinentes et de les mettre au travail d'une manière globale en ayant assez bien compris les enjeux de la mondialisation et de la circulation mondiale des biens, des personnes et des idées. En même temps, ces forums mondiaux n'arrivaient jamais à entrer en matière avec les institutions, que ce soit les Nations Unies, que ce soit au niveau européen avec les forums sociaux européens, avec les institutions européennes, pour faire un travail de plaidoyer, faire un travail de conviction, se faire entendre non seulement de la Commission européenne, ou du Conseil européen, des États, mais des parlementaires européens, et laissant le champ libre en quelque sorte aussi au lobby bien installé.
Et de l'autre côté, les forums civils, tels que j'ai pu les expérimenter dans l'espace euro-méditerranéen, étaient, eux, beaucoup plus structurés, obtenaient plus de résultats. Création du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, par exemple, avec tout ce qu'il produit encore de très précieux. Travail sur le droit des femmes, qui a produit des résultats, etc. Mais en même temps, avec cette idée que si on voulait être efficace, il fallait intérioriser la temporalité de l'institution, donc forcément bloquer la temporalité de l'action citoyenne, ou en tout cas la subalterniser en quelque sorte par rapport à l'institution en question, et en même temps, du fait qu'il n'y a pas de, je dirais, de contre-sommet, de contre-ministériel, sans connaître intérieurement l'agenda du sommet en question, de la ministérielle en question, ça obligeait finalement, donc c'est à la fois une vertu, mais aussi un grand frein à l'imagination sociale et politique, ça obligeait toujours à s'inscrire dans l'agenda de l'institution, l'agenda thématique, politique. Et donc, à un moment donné, il me semble qu'il serait vraiment intéressant de prendre un peu de recul par rapport à ces expériences qui finalement n'ont jamais ou très mal dialogué ensemble. C'est-à-dire quand, en tant que responsable du forum civil, on allait dans les forums sociaux européens mondiaux, ça ne se passait pas nécessairement bien, parce que nous, enfin, tout ce travail, cette plateforme d'ONG dans laquelle j'ai été très impliquée, avait une expérience transnationale politique beaucoup plus forte, c'est-à-dire que comme on entrait en matière on produisait des contenus en permanence, on faisait ensemble en permanence, on avait expérimenté les points de blocage à la fois nationaux, idéologiques, géopolitiques, je ne parlerai pas bien sûr ici des points de fracture qui font que les divergences entre l'Est et l'Ouest de l'Europe n'ont cessé de se creuser autour d'aussi d'enjeux géopolitiques. Mais, quelque part, on avait fait un travail de traduction politique, y compris des termes qu'on pouvait mettre, voilà, pour toi, c'est quoi la démocratie? Maintenant, en discutant avec toi, je me rends compte que c'est pas tout à fait la même chose que pour moi, etc. Donc, voilà, une action transnationale aujourd'hui, pour les gauches, à mon avis, ne peut se situer que dans du faire ensemble. Et c'est vraiment dans le faire, quand je dis faire, c'est pas des colloques, c'est faire des actions, c'est-à-dire agir ensemble. Agir ensemble, on va en parler tout à l'heure, et c'est à partir aussi de cette entrée en matière sur le faire, mais qui doit avoir une prise, que ce soit la prise du terrain ou la prise du dialogue ou de la confrontation avec les institutions ou de la démarche de plaidoyer avec le Parlement ou autre, qu'on va avancer sur la dimension transnationale de l'action européenne. Merci beaucoup. Et je voudrais interroger Filippo Furri. Filippo Furri, je l'ai dit, un anthropologue qui travaille à l'Université de Montréal. Il est par ailleurs membre du réseau Migro-Europe, un réseau qui s'occupe de migration. Filippo donc a une expérience personnelle d'activisme transnational support des migrants et il connaît très bien un phénomène de coordination des luttes en Europe qui passe par la mise en réseau des villes qui ont décidé de s'opposer aux injonctions venant de l'Union européenne et de se proposer en désobéissant comme ville refuge. Donc j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la construction
ce réseau de villes et d'activistes qui décident de lutter ensemble. Merci beaucoup, merci. Merci Quentin, merci Paola, merci à vous tous. Et en vous écoutant déjà dans ce genre de débat, d'envie de réagir à des propositions, mais on reviendra sur ça. Mais juste une petite introduction géopolitique. Il y a 2 jours, à Milan, Salvini, qui est le ministre des Affaires intérieures, qui passe pour le Premier ministre, parce qu'à la base, il monopolise toute la politique italienne dernièrement, a convoqué tous les chefs des partis souverainistes européens pour faire une espèce pour porter cette coalition et s'est proposé un peu comme les leaders aussi de cette coalition, on pourra en discuter. Et moi je trouve déjà assez paradoxal cette idée de réunir au niveau transnational des sujets qui effectivement prônent des politiques souverainistes et nationalistes. C'est quand même une dynamique qui est intéressante. Et dans un cadre européen où, effectivement, il y a la contraposition, si vous voulez, entre les souverainistes et l'Union européenne, dans le cadre de la migration, pour moi, ça ne tient pas. Ça tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que si vous considérez l'Union européenne en soi comme institution, vous savez que Salvini est en train de parler de fermer les ports, arrêter empêcher que les personnes à l'arrivée de Libye puissent être reçues en Italie, conflit avec Malte, conflit avec l'Espagne, conflit avec la France, etc. Au niveau européen, si vous regardez un peu la structure politique qui s'occupe de la migration, à la base, le seul acteur européen politique qui fédère tous les pays sans aucun problème, c'est Frontex. Frontex est l'agence de contrôle des frontières extérieures. C'est-à-dire que sur ça, on est plus ou moins tout d'accord. Donc, vous voyez comment l'idée de trouver une nouvelle entrée, notamment sur la question de la migration, devient de plus en plus intéressante, parce que de notre point de vue, et je parle au nom du réseau aussi, c'est que les politiques nationales souverainistes et les politiques européennes en termes de sécurité et de gestion des frontières vont dans un sens, les deux vont dans un sens de non-solidarité, de non-accueil, etc. Donc ça, c'est un peu une prémisse qui me permet de rentrer un peu en matière pour essayer d'aller interroger un nouveau espace et une nouvelle forme politique, d'engagement politique, qui est celui de ce qu'on appelle les villes refuges, qui croise un peu celui des villes rebelles, si vous voulez. On peut rentrer un peu dans la question des villes rebelles. En Italie, le mois de novembre est passé un décret qui s'appelle, signé par Salvini évidemment, qui s'appelle décret sécurité et immigration. Parce qu'évidemment, sécurité et immigration, c'est la même chose. Les décrets, je vous passe les détails. Là, il y a un décret bis d'ailleurs qui va rentrer, qui voudrait passer, mais qui est déjà attaqué par l'ONU d'ailleurs, qui a dit que ça ne respecte pas les droits humains, etc. Mais en revenant au premier décret, un des éléments, c'était que ce décret prévoyait que la personne, le demandeur d'asile, n'ait plus accès à un permis de séjour qui lui permettait d'être inscrit au mieux, que le permis de séjour de ces personnes ne leur permettait pas d'être inscrits à l'état civil, c'est-à-dire de bénéficier de tout un tas de services et des droits qui sont ceux de personnes qui résident dans un pays. Santé plutôt que instruction, plutôt que etc. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? En Italie, il s'est passé que des maires plutôt de gauche, le maire de Palermo notamment, en Orlando, et le maire de Naples, mais aussi des maires de droite, ont commencé à refuser et à s'opposer à ces décrets. Certaines en disant qu'ils n'allaient pas appliquer cette loi, donc des émissions civiques appliquées, d'autres en disant c'est pas bien, ça va. Mais il y avait une problématisation. Du coup, avec une collègue qui est à Grenoble qui s'appelle Cristina Del Biagio, qui est une géographe, on a posté sur Internet une carte toutes les mairies qui s'opposaient à cette loi, droite, gauche, confondu. Et l'effet a été l'effet boule de neige, c'est-à-dire que le mois après, on avait les villes, au départ, étaient une petite dizaine, on s'est retrouvé avec plus de 100 villes qui se sont
exposé en disant ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les discours un peu qu'on avait trouvé, les fils conducteurs entre toutes les réactions, c'était que le niveau de sécurité imaginé par l'État ne correspond pas au niveau de sécurité perçu par les administrateurs d'une ville. Parce que si, au niveau politique, pour les élections, pour une propagande continuelle qui est Salvini en train de mener, la sécurité, les migrants sont le danger pour la sécurité, du point de vue local, le maire dit, si vous sortez ces personnes des dispositifs d'accueil et des intégrations progressives qui sont mises en place, ben, vous les mettez dans une situation de marginalisation qui vont produire de l'insécurité. Donc c'est un décret qui produit de l'insécurité, c'est l'inverse. D'où cette idée d'essayer de voir à quel niveau on se positionne. À quel niveau on s'y positionne. Et effectivement, c'est ça un peu l'idée de suivre un peu la question des villes-refuges. Moi, j'ai suivi la question des villes-refuges depuis un petit moment, et c'était plutôt une question philosophique. Le Parlement international des écrivains, au moment de la fondation de Maastricht, c'est en 1994, ont créé un réseau de villes-refuges pour héberger, pour fédérer des villes européennes notamment, mais après il s'est élargi, avec le soutien de l'Union européenne, des écrivains, des intellectuels qui étaient menacés dans leur pays d'origine, donc pour créer un réseau de villes accueillantes. Cette idée est restée un peu minoritaire pendant quelques années, et depuis 2015, effectivement, vous avez vu une réapparition de cette notion. Une réapparition de cette notion qui a commencé à travailler dans un sens transnational, effectivement. C'est-à-dire que un des premiers cas les plus importants, c'était en novembre ou en mai, je ne me rappelle plus, 2015, où la maire de Barcelone, Ada Colau, a proposé la création d'un réseau de villes-refuges avec Paris, avec Lampedusa et avec Lesbos. Sachant que Lesbos et Lampedusa étaient les villes où les personnes arrivaient et que les États, à cause des problèmes de gestion de la migration interne, Dublin, etc., la création des hotspots, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails, mais c'est tout un dispositif qui empêche la mobilité des personnes et la gestion coordonnée des personnes en migration à un niveau européen, et se sont organisés pour dire on va essayer de faire un pont entre villes, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à Lesbos et qui arrivent à Lampedusa, ben, les métropoles européennes peuvent le recevoir. Le réseau a continué un peu à se développer. Après, la mairie de Lampedusa a changé de signe politique, donc ça ne s'est pas poursuivi. Et aussi, à Lampedusa n'est plus un point d'arrivée des personnes, donc son application a diminué. Paris est sorti un peu du réseau, pour une simple raison, c'est que Madame Hidalgo s'était affichée comme la créatrice de cette ville refuge, en disant on va créer un pôle de premier accueil pour les personnes à la Chapelle, vous savez ce que c'est la bulle. Et bien, cet espace s'est transformé vite fait, grâce aux pressions de la préfecture de Paris, en centre de tri qui fonctionnait exactement comme les hotspots en Italie. Donc, évidemment, l'accord n'a pas marché. Mais, et ça, ce qui nous donne une bonne confiance, c'est qu'au niveau local, justement parce que les mairies commencent à se confronter à une question qui n'est pas la question de la citoyenneté, c'est la question des résidences. Les personnes qui sont sur le territoire, à un moment donné, c'est les personnes qui habitent l'espace, donc c'est avec ces personnes-là qu'il faut trouver une entente, une possibilité de cohabitation. Il y a de plus en plus de réseaux qui s'articulent et qui se connectent entre eux. Pour vous faire des exemples, en Italie, il y a un réseau qui est assez ancien qui s'appelle Recosol, Rete di Comuni Solidari, le réseau des villes solidaires, dont faisait partie l'IACE et qui s'occupait de la solidarité dans le sens plus large. Mais vous avez en France un réseau qui s'est constitué autour du maire de Grand-Sainte, Damien Carême, qui s'appelle ANVITA, Association nationale des villes et des territoires accueillantes. Vous avez des réseaux aussi au niveau nord-africain, etc., qui commencent à mettre en forme. Et moi, travaillant avec des assos et des ONG qui s'occupent de l'immigration, notamment l'ONG Open Arms qui est basée en Espagne, on est en train de faire des liens avec le réseau. Il y a eu une réunion en février dernier à Rome entre le maire espagnol de Barcelone, Valencia, Séville, bon, certaines mairies de l'espagnol, et les mairies italiennes, notamment
Orlando, De Magistris, le maire de Bologne, les maires de qui sont présentés, qui ont signé un accord. L'idée, du point de vue Migrolope qui produit des cartographies, c'est d'aider ces processus en travaillant à une cartographie des réseaux pour essayer de montrer comment ces dynamiques se mettent en place. Je trouve que c'est... Alors, si vous voulez, on rentre dans les détails de ce que c'est une ville accueillante, et il y a énormément de déclinations, comme il y a énormément de noms. On parle de villes d'accueil, de villes refuge, des villes sanctuaires, des villes... etc. Il y a plusieurs définitions spécifiques. Mais ce qui est très important, c'est la notion de réseau, à la fois pour l'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire que les pratiques différentes au niveau national, par un cadre juridique différent, se confrontent et échangent, et aussi parce que, effectivement, quand on rentre dans une notion de réseau, on gagne en puissance, forcément, mais aussi on gagne en action territoriale. C'est-à-dire que les enjeux changent. Je vais vous faire un exemple. Et on passe des niveaux. C'est intéressant parce qu'il y a des niveaux intermédiaires qui sont souvent on ignore, mais par exemple, à la fois pour le ville du Parlement international des écrivains et aujourd'hui, quand les villes ne sont pas en mesure de porter cette action seule, mais il y a des fédérations de villes au niveau régional. Par exemple, la Toscane s'est positionnée comme région d'accueil. La Californie, par exemple, s'est présentée comme État sanctuaire en fédérant des autres villes. Donc c'est vraiment des niveaux différents de collaboration qui sont très intéressantes parce qu'ils nous dévoilent des politiques. Alors moi je reviens sur la question de la migration parce que je trouve que questionner l'étranger, ça nous pousse à ces questions réflexives qui nous obligent à considérer qui nous sommes, quelle est la question nationale, etc. Donc la question de la résidence. Mais c'est une dynamique politique très très importante et c'est pour moi les vecteurs essentiels avec lesquels on peut effectivement imaginer d'échanger à la fois la politique nationale, parce que je pense que c'est quand même un vecteur puissant, mais notamment la dimension européenne, parce que ces réseaux ont une dimension européenne et même un peu internationale. Merci. Merci beaucoup. On passe. Bon, déjà, ça va mieux par rapport à la première intervention, c'est-à-dire on commence à voir un peu la lumière au fond du tunnel peut-être. Et là, je donne cette responsabilité à Emmanuel Doguès, qui est professeur de droit, spécialiste de droit du travail à l'Université d'Inter aussi, qui est le cofondateur de l'Université populaire de Lyon, qui, à l'automne 2015, a fondé un groupe de recherche pour un autre code du travail. Un autre code du travail qui a été effectivement proposé en 2017, en opposant un code du travail 4 fois plus court et meilleur du code du travail en vigueur, et qui, toujours en 2017, on a fait beaucoup de choses en 2017, a publié ce livre qui s'appelle Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire. C'est un roman, une utopie qui nous parle de la misarchie, c'est-à-dire de la création d'un système qui n'est pas fondé sur la fascination du pouvoir, mais qui, au contraire, essaye de limiter le pouvoir en multipliant les pouvoirs. Et donc, qui en quelque sorte rappelle un peu ce que Filippo nous racontait. Est-ce que Emmanuel peut nous donner quelques espoirs pour essayer de faire sortir justement de l'invisibilité une Europe misarchiste? Est-ce que ça existe une Europe misarchiste? Oui, bien sûr, ça existe. D'abord, vous m'entendez? Oui, ça marche. Hein, ouais, d'abord, merci Paola, merci Quentin pour l'invitation. Alors, comment je vais me tirer de cette histoire? Excuse-moi. Quand on pense militantisme politique, on est tout le temps pris dans une dualité complexe qui est la volonté d'obtenir des effets
et les désirs qu'on porte par ailleurs. Et les effets qu'on obtient sont souvent assez loin de nos désirs. Et plus on veut avoir des effets concrets, et plus on va viser petit. Et plus on laisse parler nos désirs, et plus on va viser grand. Et les deux ne sont pas contradictoires, il n'y a rien à faire. Je veux dire, si on est dans l'action politique, on mène continuellement les deux de front, on a à la fois les uns les autres. Et je pense qu'il faut absolument mener continuellement les deux de front. C'est pour ça que je suis arrivé, bon, c'est un hasard de calendrier, parce que je travaillais sur les deux textes depuis des années, hein. C'est pas comme si j'étais capable de sortir 2 bouquins par an. Mais que j'ai sorti avec plein de collègues un code du travail alternatif, ce qui relève du petit en quelque sorte. Changer le droit du travail, ça ne change pas le monde, naturellement. Ça change, voilà, on améliore 2-3 bricoles et à la fin, le monde est toujours le même. Voilà. Mais le droit du travail va un peu mieux, mais c'est tout. Et en même temps, écrire ce livre qui était une reconstruction globale du monde. Et ce n'était pas un travail de schizophrène, je pense, c'était un travail de santé mentale. Que de mener les deux en même temps. Et dans tout ce que j'entends, on voit cette dualité qui s'exprime. Alors, donc cette volonté d'influer sur des choses existantes et qui pour autant ne nous plaît pas, mais on va essayer quand même d'influer un peu dessus, et puis la volonté de produire aussi quelque chose de radicalement différent. Il faut faire très attention de ne pas oublier la possibilité d'exprimer aussi des désirs radicalement différents. Parce que sinon, on est foutu, on va rester dans le petit. Et si on reste dans cet imaginaire petit, eh bien, on va se heurter à d'autres imaginaires qui, eux, sont beaucoup plus grands et beaucoup plus violents et qui sont transnationaux, comme tu l'as rappelé à Milan. Et d'ailleurs, c'est affligeant de voir à quel point ceux qui sont contre le nationalisme sont faibles dans leurs internationales, alors que ceux qui sont des nationalistes sont forts dans leur entraide internationale. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Alors, pour vous donner des exemples de petits, grands... Par exemple, on parle Europe, hein, c'est le sujet, c'est un sujet un petit peu, pas trop... Mais on parle Europe. Alors l'Europe présente pour moi déjà un premier avantage très important. C'est d'être autre chose qu'une nation. Et ça c'est très agréable, puisque je crains ce qui est simplifiant dans les appartenances identitaires. Si on appartient à un truc, c'est toujours très mauvais. Il faut appartenir à une pluralité de choses. Et l'avantage du renforcement de l'Europe, c'est que ça produit une espèce de dualisme déjà. Les gens sont français et européens, anglais et enfin, pardon, pour les exemples. Enfin, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que ça crée alors un petit dualisme. C'est vraiment du petit, hein, puisque c'est mieux que de l'unicité. C'est déjà ça. Mais c'est pas grand-chose, d'autant plus que l'Europe est beaucoup pensée, beaucoup construite à l'image des États-nations. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'imagination, déjà, c'est faible, et au niveau de l'espoir aussi, c'est faible. Tant qu'on est dans les mêmes imaginaires de souveraineté et d'État-nation, certes, c'est la nation européenne, alors on parle de la culture européenne, le peuple européen, l'identité européenne, et on reproduit tout, c'est du copier-coller. Pourquoi pas la souveraineté européenne? Et à la fin, à force de tout recopier, on fait Frontex. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a obtenu? Un changement d'échelle, voilà, mais pas un changement de société. Et donc, ce qui me plaisait, c'était cette pluralité d'appartenance, et certainement pas la reconstruction de monolithes identitaires plus ou moins effrayants. Donc, quand on parle d'Europe, si ça redevient une identité, c'est quelque chose qui est finalement relativement inquiétant. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'Afrique aussi, c'était pas mal. Et tant mieux. Et puis finalement, je pense que si on doit aller un peu plus loin, il faut réfléchir au fait qu'aucun système normatif ne doit pouvoir s'appliquer impérativement à autre chose qu'aux résidents, sans aucune identité. Que les gens aient des identités, bien sûr qu'ils en ont plein, très bien qu'ils en aient, qu'ils soient de religion, qu'ils soient l'ami. Moi, je suis avant tout un bouliste, je joue au bon, je m'identifie à la pétanque, mais allez-y les gars, faites-vous plaisir.
Et pourquoi pas le croissant comme mode de ralliement. Après tout, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais qu'ils fassent des associations. Mais lorsque le système normatif s'impose, il ne peut pas s'imposer, puisqu'il s'impose sur la base de choix volontaires en faveur ou contre la baguette et le croissant. Si c'est imposé, eh bien, ça ne peut être qu'imposé pour des raisons objectives, géographiques et donc la résidence. Donc déjà, si on fait une Europe misarchiste, c'est déjà plus tout à fait une Europe. C'est un truc. Et déjà on respire. Et avec, pourquoi pas, des identités à l'intérieur. Si les gens ont envie de se reconnaître dans ceci ou dans cela, ils sont les bienvenus, ils se reconnaissent dans tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils se reconnaissent dans des choses multiples de préférence, puisque tout ce qui sera trop identitaire comme un, sera toujours quelque chose de dangereux. Sinon, autre chose sur le pluriel, un truc qui était très intéressant, et notamment l'introduction qui était très bien, qui était cette introduction où on a vu la caravane qui se promenait partout. Si on me demande est-ce que l'Europe misarchiste existe, je pense qu'elle est là. Alors, on a aussi parlé de la nécessité de s'appuyer sur les réalités, les pratiques, et je suis totalement d'accord avec ça. En réalité, il existe d'assez nombreux lieux qui ressemblent un peu à ça, ou pas, mais d'assez nombreux groupes de militants, de gens qui font des choses, et qui sont relativement variés, mais qui quand même participent d'un certain nombre de points que nous avons ici en commun, comme le goût du pluralisme, une visée un peu ultra-démocratique, une ouverture aux différences comme des richesses, enfin on pourrait essayer de lister un peu ce qui nous réunit. Et ces trucs qui réunissent des gens, en fait on arrive à les retrouver à pas mal d'endroits. C'est minoritaire, en Europe, il ne faut pas se la raconter. C'est minoritaire, c'est même assez terriblement minoritaire. Et c'est même tellement minoritaire que ça rentre presque dans les invisibles dont tu parlais, tellement c'est minoritaire. Ça n'est même pas vraiment représenté, cette multitude. Et peut-être tant mieux, puisque justement, l'idée était de ne pas reproduire de l'identité et de l'unité ou de la souveraineté, et de ne pas recopier ce modèle étatique, et de ne pas forcément refaire une écurie qui viserait à reproduire une écurie présidentielle, par exemple. Puisque les partis politiques sont aussi structurés selon la forme des États qu'ils essayent de conquérir. Et comme ces formes étatiques sont des formes qui sont délétères, il y a un effet de contagion qui est inquiétant. En revanche, quand on fait une petite caravane qui se promène comme ça, on dresse, c'était votre objectif, une cartographie. Alors on a parlé d'Élysée reclus et des villes refuges. On dresse des cartographies. Bon, je pense que ça c'est un premier plan très intéressant. Quand on dresse une cartographie, ça veut dire quand même qu'on choisit des lieux et qu'on met des espaces qui sont d'ores et déjà des espaces qui sont déjà conquis par une certaine vision du monde. Alors, c'est un peu comme si on dessinait un pays dans les pays, avec une carte qui n'est plus une carte continue, comme on a l'habitude de les faire avec des frontières. C'est pas ça tombe bien, justement, on n'avait pas trop envie de faire des frontières. Donc c'est une carte qui est plutôt de l'ordre du tacheté. Et cette carte un peu tachetée, elle donne l'image d'un pays qui existe dans le pays, en quelque sorte, comme un calque qui serait posé par-dessus les différentes institutions, les différents États, et ce qui existe déjà, et ce qui ressemble finalement un peu à ce monde-là. Alors, ce monde-là existe. Une fois qu'on l'a cartographié, son existence devient tangible. Alors, est-ce qu'il est capable de se reconnaître dans sa diversité? C'est très difficile. C'est pas gagné encore, hein, voilà. Déjà, se voir, ça serait déjà pas mal. Ensuite, se comprendre comme potentialité d'un autre monde possible, c'est encore une étape de plus. La plupart du temps, ces pratiques-là sont vécues comme des contre-pouvoirs et pas comme des sécessions.
pas comme des j'existe déjà en tant que tel et je m'en fous pas mal, déjà ça existe. Dans la problématique des villes refuges, il y a ce côté-là, genre nous n'appliquons pas cette règle. Ce qui est une démarche sécessionniste, ou de désobéissance civile si vous voulez, mais déjà un tout petit peu sécessionniste. Et moi, si on me demandait de décrire un avenir porteur d'espoir, ce serait dans la reconnaissance mutuelle à visée sécessionniste des habitants du calque. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces habitants du calque, s'ils acceptaient de faire une bonne foi sécession pour dire nous sommes un univers qui existe déjà, et c'est vrai, nous sommes un univers qui existe déjà, et nous sommes déjà la construction d'un autre monde possible, présent, aujourd'hui et maintenant. Alors évidemment, englué dans l'autre monde, et continuellement en train de faire des allers-retours entre le monde du calque et le monde du sol, parce que c'est pas comme si ceci était isolé de cela, puisqu'on se partage le même territoire. Donc les connexions sont partout. Et donc les appartenances sont multiples. Ah bah tiens, ça tombe très bien. Ça tombe très bien, on peut très bien être à la fois habitant du calque et par exemple, moi j'aimerais bien aller habiter sur le calque et tout en restant par exemple fonctionnaire d'État, professeur des universités, c'est pratique pour le salaire. Hein, et je ne serais vraiment pas du tout sur le calque, vous voyez, puisque c'est l'État, voilà. Et j'irais faire mes cours. Et multiplicité d'appartenances, ben justement, ça tombe bien, c'était... voilà. Donc s'il peut y avoir quelque chose qui ressemble un tout petit peu à cette... alors après, bon là, dans l'univers que j'ai écrit, là, le monde du calque était devenu tellement puissant qu'il l'a emporté. Et si vous voulez, les capitalistes et les autoritaires, c'est eux qui sont allés habiter sur le calque. Oui. Ils sont là, ils sont toujours là, mais ils ont construit leur petit calque, ils survivent comme ils peuvent. On a fait la bascule, évidemment. Donc, comme œuvre d'imagination, c'est agréable. Mais si je regarde le monde misarchiste tel qu'il existe aujourd'hui, je pense qu'il est sur ce calque-là, que si déjà on pouvait continuer de le cartographier pour que les gens se reconnaissent et peut-être arrivent à construire quelques ponts, peut-être quelques règles, parce que faire sécession, c'est construire un contre-système normatif. Et pourquoi pas construire quelques règles qui leur seraient communes pour commencer à bâtir un contre-système normatif? Je pense que c'est cet espoir-là qui me semble le plus viable. Ce qui ne veut pas dire que les autres modes d'action soient pas bons. Hein. Je suis favorable à la multitude des modes d'action. Hein. Donc, il y a des tas de formes d'action. Et à partir du moment où elles vont dans la bonne direction, elles sont toutes sympas, vous voyez ce que je veux dire. Mais celle-là me semble porteuse d'un espoir un peu différent, celui de la possibilité d'un changement radical. Et je crois qu'il est possible. Voilà. Merci. Moi, je voudrais passer la parole aux habitants du calque qu'on a dans la salle. Et parce que l'idée, c'est surtout de dialoguer avec vous et d'avoir un peu votre opinion, vos questions, vos critiques, votre ressenti. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, poser une question, critiquer? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut. Peut-être par rapport à ce que vous avez raconté, quel est votre point de vue sur les campagnes que vous avez pu suivre européennes, sur les discours politiques qui ont été en Italie, en France, et puis je ne sais pas si vous avez pu suivre en Pologne ou ailleurs, par rapport à vos différents. Qui veut commencer? Alors, il existe une grande diversité. En réalité, il y a plein de listes.
si on regarde à peu près, il y a vraiment pas mal de projets politiques différents. Alors, si on regarde les gros, bon, c'est gros, mais si on regarde les petits, il y en a beaucoup. Donc, l'idée d'une absence de choix est assez fausse. Et en même temps, quand je regarde du prisme français, déjà je regarde du prisme français, donc c'est catastrophique. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Si on avait des élections européennes, normalement on devrait avoir qu'un prisme européen. Donc déjà il y a un échec tragique, il y a bien eu quelques tentatives d'international, mais à part l'international fasciste ou d'autres internationales de petite envergure, mais fort sympathiques par ailleurs. Mais il y a eu assez peu de vraies tentatives de construire des mouvements européens. À part le mouvement fasciste, qui se construit de manière européenne, avec des législations. Mais, et c'est donc, du coup, on est pris par le prisme français. Et quand on regarde le prisme français, c'est une catastrophe. La situation politique française est épouvantable. Et elle est épouvantable en grande partie du fait de cette copie du système politique par les partis politiques qui, du fait de notre présidentialisme imbécile, fait que tout est devenu personnalisé derrière la carrure d'un certain nombre de chefs visibles. Et c'est dans leur potentialité comme président seul que se joue comme une espèce de course à la présidence les élections européennes. Donc c'est vraiment, c'est même pas l'objet, c'est totalement désespérant et surtout ce n'est absolument pas porteur d'espoir. C'est-à-dire que même si des partis portant des visions un peu moins ceci, un peu moins cela, un peu plus social-démocrate, un peu plus machin, réussissaient par une espèce de miracle qui nous se réaliser à multiplier par 20, il faut bien multiplier par 20 les scores qui arrivaient à ça. L'échec est déjà inscrit. C'est-à-dire que ça n'est même pas porteur d'espoir. La structure est déjà antidémocratique. Et donc, si l'objectif c'est plus de liberté, plus de démocratie, plus de participation, plus de machin, ces structures de conquête du pouvoir sont déjà construites dans l'échec de cet espoir. Donc c'est absolument désespérant. Emmanuel, c'est désespérant en France, en Italie par contre. Moi j'ai une vision désespérante européenne, si vous voulez, dans le sens que les débats publics c'est juste sur deux grands en fait, axes. Donc c'est l'axe droite et gauche et l'axe ouverture-fermeture. Et donc, ce qui se passe, c'est que soit la gauche, soit la droite se partagent entre les gens qui veulent ouvrir et fermer, mais la réalité et la vraie réalité qu'il y en a face, c'est un système économique qui ne marche plus et qui ne redistribue plus de la richesse à la majorité de la population. Et donc, en fait, vous avez un espèce de théâtre sur lequel on discute, par exemple. Ça m'amuse beaucoup les débats en France. Et aussi la manière dont a été abordé par Macron pour très longtemps, c'est-à-dire la création du travail, dégager de la richesse pour créer du travail. On sait bien, en fait, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus parce que, en fait, les capitales n'ont plus des sous sur le travail. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est une chose qui s'est passée très longtemps. Et même dans cette condition-là, la gauche n'arrive pas, en fait, à proposer une vision alternative, justement parce qu'il n'y a pas d'espoir et de visibilité sociale. Moi, personnellement, je pense, et l'extrême droite va faire très bien, pas qu'en Italie, mais en fait, c'est pas une vraie victoire sur le long terme. C'est-à-dire que même les très fortes droites nationalistes, ils n'ont aucun moyen, en fait, d'intervenir sur la crise du système européen, mais du système économique européen. Donc, on peut pour quelques années trouver un bouc émissaire chez les migrants, mais au bout d'un moment, le vrai problème, c'est pour les classes moyennes et moyennes pauvres, qui ne trouvent plus d'options politiques qui créent de la richesse pour eux. Et donc, vous avez les gilets jaunes, mais je vous invite un peu, c'est intéressant à regarder plus qu'il y a l'offre politique. Je pense qu'aujourd'hui,
pour comprendre ce qui se passe, il faut arrêter de regarder l'offre politique. Je sais que c'est très difficile. Laissez d'un côté l'offre politique, d'un côté, parce qu'en fait, ça ne répond plus à la réalité. C'est comme si on vit dans un monde fou où les gens continuent à se raconter des vrais clivages. Et de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de la société. Et tout l'intérêt à essayer de comprendre certains mouvements comme les Gilets jaunes, dans le sens de dire, mais qu'est-ce que ces gens proposent? Ben, ces gens, en fait, ils proposent des choses qui, si vous mettez ensemble toutes les revendications, ne marchent pas tous ensemble, ils vous donnent un peu la dimension de la fin, de la mort dans certains types de systèmes économiques et politiques. Donc, en fait, je pense que l'extrême droite va l'emporter, pas l'emporter dans l'essence, mais vous avez un peu une réduction progressive des partis qui ont gardé un peu l'ordre, à droite et à gauche, et une montée des partis plus extrêmes à droite. Mais ça ne débouche pas sur des idées qui, en fait, proposent un système différent, même si la société commence à bouger. Donc, à mon avis, c'est comme si on est fermé dans un système qui continue à se raconter des histoires sur des choses qui n'existent plus vraiment, mais qui ne ramènent pas à dire, ok, bon, demain, par exemple, je ne sais pas. Moi j'aurais bien aimé écouter, par exemple, un parti politique qui commence à se poser la question, c'est où les secteurs ont le plus d'emplois aujourd'hui en Europe? Je ne sais pas si les gens savent, si vous avez l'idée, quels sont les boulots qu'on crée les plus en Europe? Tout le monde vous parlera de la technologie, c'est pas vrai. C'est pas la technologie, c'est les travails, je ne sais même pas comment dire en français, mais les travails de care. Tous, voilà. Et c'est les travails qui sont moins payés et dont les salaires sont moins grandissants. Donc vous voyez, par exemple, à gauche, mais aussi l'esprit des partis politiques, ça s'est démantelé. D'où on crée l'emploi. 8 millions, sur les 12 millions d'emplois qui ont été créés dans les dernières 5 ans en Europe, 8 millions d'emplois ont été créés dans le secteur du travail de soins. Est-ce que vous avez entendu des questions de positionnement de ces types? Pour moi, on est dans un déni. Et moi, je vous dis, je fais partage peut-être cynique, triste, mais moi, je n'arrive même pas à m'engager dans les débats, parce que c'est comme si c'est un débat qui passe à côté, en fait, de la réalité. Et c'est beaucoup plus important d'écouter, discuter les gens, d'essayer de comprendre où les nouvelles fractures se composent et voir où on ira. C'est une époque très dangereuse. Moi, je fais de la sociologie politique et de la sociologie économique, et j'arrive plus à voter, j'arrive plus à trouver une motivation pour aller voter. C'est très grave. C'est le moment où, en fait, les dictatures prennent les relais, où l'autoritarisme prend les relais. En fait, c'est ce qui se passe, si vous voulez, dans plusieurs formes. Et donc, je ne sais même pas comment me positionner face à ça, parce que d'un côté, je vois ces types d'évolution, mais de l'autre, je me rends compte que la réalité à côté, il bouge, même s'il n'est pas pris en compte par les pouvoirs politiques existants. Donc, on est dans une phase assez dangereuse, où en fait, les gens ils se demandent à qu'est-ce que ça sert la démocratie. Et vous n'avez aucun pays européen où vous avez une montée du taux de participation électorale. C'est une espèce de... c'est comme un thermomètre. Partout en Europe, la participation politique baisse à tous les niveaux de type d'élection. Et la raison est que en fait, la surface, la construction et les structures institutionnelles ne répondent plus au changement du sens commun qui est en train de s'opérer et qui prend beaucoup de temps. Dans l'entretemps, on génère des monstres normalement. Et donc, voilà. Désolé, hein, moi j'arrive pas à être positif. C'est beau, moi aussi, hein, mais j'arrive pas à voir comment l'offre politique pourrait en fait, justement parce qu'on est coincé dans cette idée des pouvoirs. Et donc pour garder les pouvoirs, il faut viser sur des vieilles structures qui ne répondent plus à l'existant. Je ne sais pas si je pense que tu as répondu. Et par contre, cette campagne n'a fait que parler migration. Donc, est-ce qu'on a eu un vrai débat sur l'immigration? Déjà en Italie, la campagne des élections politiques dernières ne s'est passée que sur l'immigration, donc c'est un peu l'obsession. Sachant, c'est intéressant ce que tu disais, mais et comment le débat et les discours politiques et la propagande politique nous cachent toujours des choses. On sait très bien que Salvini, le gouvernement italien en place, a déjà négocié avec l'Union européenne les situations pour pouvoir rester là. Donc, il y a tout un discours, nous on est les durs et purs, on fait des low-tech, personne ne donne les ordres, et à la base,
comme si on arrivait à répliquer un dispositif toujours dans le négatif, c'est le pire. Question migration. La question migration, pour moi, c'est un peu le centre de mon travail depuis un moment. Mais de voir comment elle est totalement instrumentalisée pour des finalités électorales, parce qu'on est toujours en train. Voilà, l'Italie, c'est de la propagande politique H24. Donc on n'a pas. Tout ce qui est fait dans une volonté plus de montrer que les résultats, effectivement, d'où la réaction des mairies. Il y a comme une déconnexion entre la réalité concrète des choses, dont l'intégration, l'accueil, etc., et le discours que se fait. Les habitants, les résidents, vivent dans un monde concret et ils sont toujours en train de se confronter à un discours qu'on leur verse dessus par les médias, qui les obsède. Donc la création de cette obsession est malheureusement réelle. C'est-à-dire que les gens, les ressentis, c'est ça. Et avec des stratégies un peu douteuses. C'est-à-dire que quand vous voyez que les centres d'accueil, c'est un peu comme les CAO, les centres d'accueil extraordinaires en Italie ont été créés dans des petits villages où, sans consulter la population locale, les préfectures, donc l'État imposait la présence des personnes à l'accueil, en créant évidemment des structures et la présence d'un étranger chez vous sans filtre. C'est là qu'on crée de l'insécurité, on crée une dimension de dépossession du choix. C'est un peu ça qui est inquiétant. Après, Cacciari, qui est l'ancien maire de Venise, qui d'ailleurs était un peu, c'est un philosophe qui était un peu à la base aussi d'un mouvement de ville d'accueil, etc., disait, oui, la sécurité, le discours sécuritaire va dans le sens des migrants, parce que c'est très facile de trouver un commissaire. Mais en gros, les personnes sont dans une insécurité structurelle qui est liée à en Italie, on le sait, le système social qui se défait, le système économique qui part dans tous les sens. Donc, vraiment, il y a une insécurité de base. Mais malheureusement, et ça, si on revient à la question identitaire, malheureusement, la réaction plus facile, la solution plus facile, c'est le repli identitaire. Mais nous, on protège les nôtres, etc. C'est comique. Là, nous, on pense à l'Europe, mais en Italie, vous avez un mouvement qui, c'est d'abord les Italiens, et après, vous allez dans une ville comme Vérone, où je viens, et on a organisé un congrès pour les familles traditionnelles, qui est un truc dont on ne va pas parler parce que c'est mieux, mais on vous dit, non, mais d'abord les Véronais, dans la région de Vérone, et après, dans la Provence, vous avez des petits mouvements qui disent, mais d'abord les habitants de Bovolone, qui est un petit village comme Saint-Denis, et c'est un repli comme ça. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est d'où l'intérêt pour ce qui est du mouvement, voilà, l'ouverture, les villes ouvertes, les villes qui sont ouvertes aux autres. Parce que, j'ai l'impression que, au lieu d'aller parler d'un espace plus ouvert comme pourrait être l'Union européenne des Nord-Est, parce qu'on l'avait tous aimé un peu, l'idée d'Europe qu'on avait imaginée au départ, on se retrouve à jouer toujours le plus petit. C'est ça qui m'inquiète, mais qui va dans le sens de ce que tu dis, dans une dimension plus sur la question identitaire et sécuritaire. Gislaine, est-ce que tu as une idée sur cette campagne? Est-ce que tu l'as suivie? Qu'est-ce que tu en penses? Au-delà du désespoir, c'est ça. Il y a quelque chose qui me semble vraiment une piste à reprendre, à creuser, qui est cette articulation entre le local et l'européen. En fait, on est sur un scrutin avec une liste unique pour la première fois, c'est-à-dire qu'aux précédentes élections, il y avait 22 listes. C'était avant la réforme régionale, je ne sais plus très bien si. C'est-à-dire que dans chaque région, il y avait des candidats qui s'intéressaient soit de très près, soit plutôt des candidatures témoignages à l'Europe, et qui, quelque part, assumaient d'être candidats sur une liste européenne. Aujourd'hui, il y en a 79. C'est déjà
extrêmement choquant. Parce qu'en fait, on ne cesse de casser le rapport entre le territorial et l'Europe pour laisser à croire que l'Europe, c'est une question de nation, justement, et non pas une question de territoire, territoire ouvert, territoire en interaction, territoire en relation, et de citoyens et de résidents. Il y a une dizaine d'années, j'ai organisé à la Maison de l'Europe de Paris, avec 5 partenaires européens, les premières assises européennes des citoyens et résidents des grandes métropoles. Et c'est un travail qui s'est préparé sur 2 ans avec des ateliers en Bulgarie, en Slovénie, en Espagne, en Allemagne. Un jour, on a réuni les 150 groupes investis dans la démocratie locale, respectivement dans leur ville, dans leur grande ville, puisqu'on était à Paris et c'était l'enjeu, et qu'on a remis au travail la question justement de la résidence, donc du statut des résidents non communautaires et de leurs droits, et notamment parce qu'on n'avait pas désespéré de la votation citoyenne, dont on ne parle plus du tout, qui est morte et enterrée. On s'est rendu compte de l'extraordinaire vertu politique de cette mise en relation. C'est-à-dire qu'en faisant chacun à leur niveau local la critique même, je dirais, des faux semblants de la démocratie locale, mais en même temps du potentiel pour reprendre les termes, de sécession, c'est-à-dire presque de désobéissance par rapport à la politique de la ville, par rapport aux logiques de marché qui font l'emprise sur les centres-villes ou autres. On a vu émerger des lignes de force communes qui immédiatement se projetaient vers une action européenne. Et une action européenne véritablement porteuse d'une vision nouvelle dans un certain domaine, en l'occurrence la démocratie locale. Assez vite, cette dynamique a été perçue, je pense, alors moins peut-être au niveau de la municipalité de Paris, mais quand même avec beaucoup de... Enfin, le Conseil de Paris a voté la déclaration finale, tout ça, mais il s'agissait surtout de ne pas aller trop loin. C'est-à-dire, quelque part, il y a eu une preuve de concept, comme on dit dans les expériences scientifiques, mais c'est un projet qu'on n'a pas pu porter plus loin, parce que justement, je pense que les institutions impliquées sentaient bien que si on pousse trop loin l'articulation entre le local et l'européen, alors là, il y a un point de bascule phénoménal par rapport à ces logiques d'État-nation qui finalement gouvernent et bloquent et paralysent complètement le projet européen. Justement, je voulais poser une question à Douina, parce que vous avez voyagé pour inviter les Européens à voter pour cette campagne. Donc déjà les réactions, les bonnes motivations, qu'est-ce que vous avez raconté, ça m'intéresse d'avoir aussi le point de vue des amis de la caravane. Si tu es venu ici... C'était un des objectifs, c'était un des objectifs de la caravane. Il y en avait plusieurs, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Il y avait effectivement un côté d'information, de parler avec tous ces acteurs locaux des élections, de leur rappeler que ce serait bien d'y aller, de faire de l'information sur les droits des citoyens mobiles et de la liberté de mouvement des citoyens et des non-citoyens européens. Il y en avait après, il y avait beaucoup de points d'entrée un peu vers ces initiatives locales. Il y en avait aussi un objectif
tiens beaucoup, qui est celui de connecter toutes ces luttes dans différents pays. Et ça, j'aurais bien aimé vous en parler plus parce que, du coup, merci de me donner cette possibilité. Parce que y avait, nous, on est allé surtout vers des projets de solidarité dans tous les sens. La question des migrants, il est abordé spécifiquement par une autre caravane qui va aller à octobre. Du coup, c'était un peu solidarité en général, on a abordé les droits LGBT, femmes, solidarité intergénérationnelle, sociale, etc. Mais l'idée, c'était de mettre en contact aussi les luttes similaires dans différents pays. Donc, faire en sorte que les associations en prennent conscience de comment les autres font dans d'autres pays, dans d'autres contextes peut-être similaires et différents des leurs. Et donc, de leur permettre d'avoir accès un peu à une sorte de bonne pratique, de qu'est-ce qui marche pour eux, de comment eux ils ont l'argent, sur quoi ils butent, qu'est-ce qui ne va pas, comment s'y prendre peut-être mieux, peut-être dans le futur, comment continuer. Il y a beaucoup d'éléments différents qu'on a abordés lors de la caravane et c'est sur ce projet-là, après bien sûr on a parlé d'élections, on a parlé des droits des citoyens mobiles, c'était intéressant de 1000 points de vue, j'aurais besoin de beaucoup de temps pour parler de tout ça. Mais avait aussi cette idée d'aller vers les luttes locales et d'essayer de les mettre en contact pour que ça puisse prendre de l'ampleur au niveau européen, mondial, universel. Mais du coup, ça me fait aussi beaucoup plaisir que vous deux vous parlez beaucoup de ça. Et j'avais justement cette question-là, est-ce que vous pensez qu'une organisation transnationale de ces petits acteurs pourrait faire apporter du changement et de faire des choses bien, et que ça pourrait vraiment donner du pouvoir aux citoyens, parce que moi je tiens beaucoup à ça. Oui, moi je suis à fond pour ce genre de truc. Je pense que c'est par là que ça passe. Oui, juste, moi j'étais à Barcelone il y a en décembre dernier, justement pour un travail sur les convergences des luttes. Et du coup, l'idée de ville-refuge est une convergence d'expériences locales qui essayent de partager des pratiques sur une thématique spécifique, mais qui s'accroche et qui dialogue forcément avec des convergences de lutte au niveau local. À Naples, par exemple, il y a tout un discours sur à la fois les biens communs, l'eau, etc. Genre, c'est des thématiques qui s'entrecroisent. Donc évidemment, de mon point de vue, l'idée de travailler un réseau et de faire échanger des pratiques dans une idée des convergences de lutte qui puisse aussi, comment dire, moi j'ai l'impression que qu'est-ce qui manque, c'est mais ça revient exactement à ce que tu disais, c'est-à-dire, c'est comme si les locales, que ce soit administratif dans les municipalités ou société civile, n'a pas et ne se reconnaît pas, et c'est ça qui est grave, la légitimité de produire une nouvelle imagination politique, quelque chose des utiles de autres. Et quand ça arrive, ben, vous avez le cas d'Ariace et l'État tout de suite essaie d'estomper ces formes d'imagination d'alternative, d'autonomie. Je veux juste un petit peu par rapport à ça, parce que vous avez parlé aussi d'Invita, et on avait justement rencontré une élue qui en fait partie, et je pense qu'elle a soulevé un questionnement super important, qui est aussi les possibilités de coopération entre les municipalités et les associations et les acteurs locaux et les non. Parce que c'est une association qui est toute neuve, cette Association nationale des villes et territoires accueillants, et ils ont zéro argent. Du coup, on a discuté de comment avoir de l'argent. Alors que nous, on n'était pas du tout arrivé avec cette idée-là, que ça va être à nous de leur expliquer comment avoir de l'argent. Du coup, on a commencé à parler des financements européens, de comment faire et tout. Et du coup, on a vachement avancé sur cette possibilité et tout ce que ça pourrait ouvrir, que eux, les élus, parce que jusqu'à maintenant, c'est une association où seulement les élus peuvent rentrer, c'est ça l'idée, mais ils essayent d'avancer un peu vers l'ouverture, vers les acteurs
la société civile et les associations, on était un peu, oui mais enfin, vous devrez le savoir, et ils ne savaient pas du tout. Du coup, ils étaient très preneurs de toute collaboration, de tous nos réseaux, de toutes nos bases de données, de tout ce qu'on peut leur apporter. Je trouvais ça très très important et on l'oublie souvent, enfin, cette possibilité de coopération. Je voudrais juste dire un mot là-dessus, si je peux faire. Il y a des réseaux qui existent, des réseaux de petites villes au niveau européen, les réseaux de grandes villes, les réseaux de villes moyennes, les réseaux de villes écologiques, enfin, il y a toutes sortes de réseaux. Ce qui reste assez troublant, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le monde des ONG, de l'action syndicale, des réseaux européens de syndicats, ou des grands réseaux d'ONG sur l'écologie, c'est que ça ne redescend pas. C'est-à-dire que les participants des réseaux, et ça je pense que c'est un vrai problème de l'action transnationale, deviennent des experts de la pratique européenne, je dirais presque de la grammaire européenne, de l'action, mais à aucun moment où il est très rare que la transmission se fasse vers les autres collègues militants. C'est-à-dire qu'on a des très grands décalages dans les syndicats entre les gens qui siègent dans les réseaux et sont très actifs sur les politiques syndicales européennes, et puis le syndicaliste qui va être dans son usine ou qui va être dans son lycée et qui n'aura aucune idée de ce qui se discute et de ce qui se débat et des appuis qu'il pourrait trouver avec d'autres militants syndicalistes dans d'autres pays sur les questions qui le préoccupent. Et je pense que c'est exactement la même chose pour tous les réseaux structurés européens qui n'ont encore, je pense qu'ils n'ont pas fait, enfin il faudrait un aggiornamento sur la pratique du réseau européen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on hérite de 40 ans de mise en réseau et qu'est-ce qu'il faut reprendre, remettre au travail. Et je suis certaine qu'on aura beaucoup de mal à amener certains grands réseaux très formalisés à faire ce travail-là, d'interrogation critique sur leurs propres pratiques. Je ne crois pas aux organisations d'organisation. Tout est construit en organisation, vraiment d'organisation. Je crois que les individus, les personnes doivent s'organiser. Il se peut qu'ils appartiennent à une organisation et d'autres à une autre organisation, qu'ils aient envie d'appartenir aussi, en plus, à une organisation commune. Mais ce sera toujours une organisation de personnes, jamais une organisation d'organisation. Sinon, ça nous produit le suffrage indirect. Et c'est de l'élitisme fou, et ça fonctionne tout de suite en élitisme. Et on est très très habitué à ça, le suffrage indirect, dans les syndicats, comme dans les ONG, comme dans la société politique européenne, qui fait que lorsque ce sont des élus qui désignent des élus, c'est foutu. Donc il faut impérativement, il faut essayer d'inventer des réseaux qui ne soient pas c'est plus facile d'empiler les organisations. Parce que quand vous avez 10 organisations qui représentent chacune 100 personnes, ça fait que 10 personnes autour de la table. Donc on peut boire un canon, c'est pas compliqué. Et en fait, non, il faut que soit on fait. Les grandes organisations doivent toujours être des organisations de personnes humaines. Je pense que c'est très important. Oui, je m'appelle Ségolène Couveau et je fais partie de l'Alternative européenne. J'ai porté avec d'autres personnes le développement de l'association qui est derrière les caravanes France-Europa. Et je disais que dans la discussion qu'on a eue ce soir, il y a deux points qui, nous, dans notre pratique, d'essayer justement de faire ce travail, de mettre en réseau des citoyens avec, des personnes qui habitent le territoire européen, avec l'idée qu'il est possible de penser des formes d'action communes qui ne sont pas dans l'État-nation, donc qui sont ancrées dans
demandes individuelles, locales et qui peuvent être portées au niveau européen. Deux des soucis qu'on rencontre, je dirais. L'un, c'était exemplarisé par cette question sur le vote. Par exemple, sur les caravanes, on a eu, nous, à l'intérieur de l'association et du réseau et des gens qui sont allés voyager dans les caravanes, cette discussion sur mais pourquoi aller voter? Est-ce qu'on veut vraiment appeler les gens à aller voter? Et on avait construit le programme en tant que plutôt amener une réflexion sur les formes d'implication citoyenne ou les formes de mobilisation citoyenne qui existent, plutôt que d'amener à voter dans des élections auxquelles nombreux sont ceux d'entre nous qui croient à moitié. Donc cette question de la relation aux institutions et de la manière de se les approprier et de savoir si la priorité est vraiment d'aller s'approprier les institutions et d'aller porter les demandes au Parlement européen, d'aller faire un lobby citoyen dans le terme de rentrer dans le Parlement, de parler ce qu'on a fait depuis des années. Est-ce qu'on est là dans cette relation avec les institutions ou pas? Nous, on a fait le choix d'y être, mais c'est toujours difficile à maintenir. Et la deuxième question, le deuxième point de tension et de difficulté, c'est que ce tricotage de relations, ce tricotage du calque, que nous on ne fait pas tout seul, on le fait avec tout le monde. On a eu beaucoup d'espoir avec les mouvements municipalistes, on a essayé de travailler autant que possible avec les villes rebelles. Ce tricotage du calque, il prend une durée, un temps, qu'on n'est pas, enfin, bon là je deviens un catastrophiste, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir. C'est qu'on est dans des mouvements, dans des situations avec des débats publics sur les questions des migrations et de l'autre qui prennent un tournant qui est quand même relativement effrayant. Et on est dans des mouvements longs de travail avec les gens qui travaillent sur les communs d'un endroit à l'autre, ce qu'on fait avec beaucoup de ferveur et de d'espoir. Mais je pense que cette problématique du temps est assez fondamentale et bon, peut-être qu'on l'a. Non, on l'a pas, je suis d'accord. Il faudrait que je me la boucle, mais d'abord, c'est pas parce qu'on m'a demandé de parler de choses porteuses d'espoir. Bon, ben il n'y a rien à faire. L'espoir, mais attention, il n'y a pas que cette question-là. Par exemple, je vote, mais sans aucun problème, je vote depuis toujours, je vote contre le pire. Et ben je vote contre le pire. Et j'arrive à. Et c'est pas parce que, en votant contre le pire, j'ai pas l'impression de voter pour ce qui me plairait. Je vote à peu près pour n'importe. Voilà. Ok. Mais c'est moins pire. Mais attention, je fais des différences. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis capable de rêver un meilleur qui me plaît que je ne vois pas une différence entre un truc qui me plaît pas et un truc qui me dégoûte bien plus. Et cette différence, elle existe. Je parlais du gros, il y a aussi le petit. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait des trucs petits. Des fois, j'essaie de forcer la chambre sociale de la Cour de cassation pour faire des trucs minuscules. Je perds tout le temps, je vous rassure. Mais pourtant, c'est sur des trucs minuscules. Et donc, il y a des petites différences. D'ailleurs, on voit les gens se sont fait des révoltes terribles sur la loi travail ou sur les machins, ça changeait que des, finalement, globalement petits trucs. Grave quand même, mais... Et après, ils disent « Ah, mais nous, on ne veut pas regarder les petites choses, on veut regarder que les grosses choses, parce qu'ils sont tous pareils, et je sais pas quoi. » C'est faux, parce que d'ailleurs, ils vont manifester à un autre moment contre les ordonnances Macron, qui sont des différences de... Voilà. Donc, je suis tout à fait favorable à jouer dans ces différents degrés qui sont automatiquement des différences de temporalité aussi. Et je pense qu'il faut absolument mener les deux, absolument les deux. C'est-à-dire que si on oublie un ou on oublie l'autre, dans les deux cas, c'est catastrophique. Emmanuel? C'est très intéressant. Il y a des choses que je veux dire par rapport à ça et votre participation. En fait, quand tu as un grand décalage entre l'espace politique, l'offre politique et la partie sociale et la construction du sens commun social, en fait, les votes signifient beaucoup moins. Donc, en fait, c'est
tout ce que nous on a appris, moi en tant que sociologue de la politique, j'ai appris, voter c'est important, voter c'est la chose fondamentale, mais en fait historiquement c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Les votes signifient beaucoup. Dans un système politique, où tu as en fait un feedback entre la construction sociale, entre les changements sociaux et la construction de la participation politique. Il y a eu des moments dans l'histoire où ça n'était pas comme ça. Il y a un très bon bouquin d'un historien anglais qui s'appelle E.P. Thompson, qui a été traduit en français. En anglais, ça s'appelle The Making of the English Working Class. C'est la construction de la classe ouvrière anglaise. Ce que c'était très intéressant dans ce bouquin que je trouve qui s'applique beaucoup aujourd'hui à ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les syndicats, la classe ouvrière, s'est bâtie avant même l'industrialisation des masses. C'est-à-dire que les gens, en se rencontrant au pub, en se rencontrant en discussion commune, en partageant des insatisfactions, des frustrations par rapport au développement de la politique, au bout d'un certain nombre d'années, toutes ces choses-là ont débouché dans les syndicats, et les syndicats ont éventuellement débouché dans les partis travaillistes en Angleterre. Ça, c'est un processus qui a pris 70 ans. Okay? Donc là, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout nous dit, tout est rapide, tout est technologique, la communication marche pas. Les changements sociaux est très long. Si vous prenez les développements et les changements sociaux, très très long, même aujourd'hui. Et donc en fait, cette idée que des networks des villes ou de n'importe quoi puissent intervenir sur la réalité courante d'une manière rapide, on est très décalé par rapport à la réalité. Mais toutes ces discussions sur le bien commun, sur l'environnement, c'est comme imaginez, moi je vois un peu la réalité comme en fait si on vit. Imaginez comme les tremblements de terre, vous avez des failles, et ces failles vous ne les voyez pas, mais ils bâtissent progressivement de l'énergie, et après, au bout d'un moment, vous avez un éclatement dans un endroit X qui ramène des gros changements globaux. Et ces changements, ce n'est pas passé au moment X, mais ils s'est bâti sur la longue terme. Donc là, vous avez des choses qui se passent. Hein. Moi, si vous voulez des signaux d'espoir, je vous en donne. Le mouvement d'Occupy Wall Street, en fait. Aujourd'hui, vous avez Bernie Sanders, et après Ocasio-Cortez. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour avoir des discussions plus progressistes aux États-Unis. Mais l'effet qu'il y a au Bernie Sanders, qui a pu être en compétition dans les partis démocrates, et l'effet qu'aujourd'hui il y a Ocasio-Cortez, ça vient aussi du mouvement d'Occupy Wall Street. Ça vient aussi d'un certain type de demande. Première chose. Et deuxième chose, si vous regardez un peu aux données du vote, de la participation sociale et de l'intérêt politique, c'est très intéressant ce qui se passe. Je suis en train de mener une étude un peu sur ce que j'appelle la majorité invisible. Je continue à faire ce truc-là. Et en fait, vous voyez que les gens qui appartiennent à la majorité invisible, qui pour moi c'est les précaires, les chômeurs, les gens à bas revenus, donc les gens pauvres, en fait, ils participent moins au vote, ils participent moins au syndicat, ils participent moins en tout ce qui est la structure sociale, mais c'est les gens qui sont plus intéressés à la politique aujourd'hui. D'une manière primordiale, d'une manière qui n'est pas forcément constructive. Peut-être qu'ils vont voter à l'extrême droite, mais en fait, ils s'engagent à l'intérieur de la politique. Et vous avez des épiphénomènes assez intéressants. Par exemple, au Royaume-Uni, sous les dernières élections, après les premiers gouvernements de Theresa May, vous avez une deuxième élection où vous avez eu un succès extraordinaire du Parti travailliste, assez surprenant parce que les jeunes allaient voter. Cet effet de la mobilisation, c'est tous des effets qui s'est créé par rapport à cette dynamique. Et donc, moi, ce que je veux dire, et c'est très difficile, là, c'est très difficile à gérer, et ça génère beaucoup de cynisme même de mon côté. Il ne faut pas travailler pour les changements sociaux qui se passent aux prochaines élections européennes. Il faut bâtir des bouts, il faudrait bâtir de l'identité collective. Par exemple, les batailles sur l'environnement, c'est des choses très importantes, pas pour l'environnement en lui-même, mais parce que c'est une chose. Oui, non, je ne dis pas les contraires. Et en fait, je le regarde d'un point de vue très politique. Ce qui est intéressant dans la bataille de l'environnement, c'est que l'environnement est un bien commun. Et donc, en fait, c'est que des comportements collectifs qui peuvent changer ce qui se passe par rapport au changement climatique et à l'environnement. Ce n'est pas des comportements individuels. Et donc, en fait, c'est un type de raisonnement qui peut changer chez beaucoup de gens leur manière de voir la réalité comme en étant moins individualiste et plus collectif. Dans les passés, nous, on a bâti de la solidarité après les guerres mondiales. Et l'État-providence français, avant la Deuxième Guerre mondiale,
représentait 2 ou 3% du PIB. Au bout de 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ça représentait plus que 20%. C'est-à-dire qu'un événement catastrophique a détruit un peu de pulsions individualistes pour bâtir des pulsions collectives. Et donc, en fait, c'est dans tous ces types de démarches que progressivement les rapports de force changent. Mais c'est très difficile que ces choses-là puissent se voir instantanément. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que tous les efforts, en fait, créent des forces de tension. Et c'est ça qu'au bout d'un moment va renverser un certain type de système politique. Et l'histoire est pleine de ça. Et aujourd'hui, et ça il ne faut jamais l'oublier, on a en tête ce type de changement rapide par rapport à tout, alors que les changements sociaux est très, très lent. Comme les changements économiques. Très, très lent. Une menace écologique qui nous fait... Moi, je ne dis pas les contraires. Non, mais je ne dis pas les contraires. Mais peut-être que cette menace va accélérer des processus de solidarisation. Ou pas. Ça, je ne le sais pas. Mais c'est que je vous le mettais en relation politique. Après, on a un problème sérieux avec l'environnement. Si on ne peut rien faire, même au niveau technique, on est quand même foutu. Ça, je ne le mets pas. Mais moi, j'ai dit par rapport à la construction d'intérêts collectifs et de reconstruire la politique. En fait, il faut trouver des choses qui nous obligent à nous mettre ensemble, même irrationnellement. Ouais. Non, moi, je suis d'accord sur la temporalité lente. La question des villes, c'est une question qui est en marche depuis un moment, et là, ça commence à prendre surface, mais c'est un long période, totalement un long période, notamment parce qu'il y a des enjeux différents des politiques, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'arriver à un autre point catastrophique, à une autre catastrophe. C'est ça, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est qu'à la fois il y a des forces qui poussent vers quelque chose qui pour moi c'est de l'ordre du catastrophique, c'est pas vraiment pour tout le monde. Mais de l'autre côté, je me pose la question de quels sont les dispositifs politiques, médiatiques, etc., qui vont contre ce que tu dis. Parce que moi je suis totalement d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un dispositif qui essaye de traîner, quoi, de bloquer. T'as des éléments qui antagonisent vis-à-vis de cette idée de création qui n'est pas spontanée. Genre, il y a de la spontanéité, on est d'accord, mais il y a aussi des mouvements. Ça vient il y a des meneurs, il y a des associations, genre, il y a une participation qui s'agglutine. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une démarche négative dans le sens où l'exemple de l'IH, pour moi, c'est assez évident. Genre, il y a une démarche, c'était une exception. Et le fait que ça puisse devenir un exemple, du coup, un modèle, ça produit une réaction assez radicale. Donc c'est sur ce niveau-là qu'il faut quand même, pour moi, essayer de positionner des luttes et une convergence de luttes. Donc c'est une question très dynamique. Se passe. Par exemple, le mouvement social, ça se fait beaucoup par des petits exemples. Moi, je ne sais pas. Prenons le mouvement de 68, avec tous les jugements négatifs et positifs qu'on parle par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais regardez la propagation de 68. C'est-à-dire, vous avez un éclatement dans un endroit, et après, par des conditions à la santé qui sont communes,
vous avez des mouvements qui s'éclatent dans d'autres plans. Par exemple, les trucs sur les gilets jaunes, c'était assez intéressant parce que beaucoup de pays étaient inquiétés ou favorables par rapport aux gilets jaunes. Moi, plus que les gilets jaunes en France, à nouveau, avec tout le respect pour ce qui se passe en France avec les jeunes, mais c'est intéressant. Moi j'étais trop intéressé, par exemple, par rapport au débat qui s'était déclenché en Italie par rapport aux gilets jaunes, avec les mouvements 5 étoiles qui essayaient de s'emparer de cette idée, parce que c'est quand même une idée proche du mouvement citoyen. Et ça c'est des choses qui s'éclatent sans trop s'organiser. En fait, c'est que tu dis, c'est assez vrai. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as des mouvements sociaux, tu as aussi de la force de contre-résistance. Ça c'était toujours vrai dans l'histoire. Mais c'est où les points de rupture? Et les points de rupture, ça peut venir par rapport à des conditions socio-économiques qui se dégradent à un tel point que les gens, au bout d'un moment, elles se disent, mais bon, vous nous dites, voilà, qu'on va faire ça, mais nous, quand même, on n'a plus rien à faire avec ce système politique, on les casse. C'est un peu ça qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore en Europe, il y a des forces qui tiennent beaucoup de gens arrêtés à ne pas bouger. C'est-à-dire, c'est la force des comptages, en fait. Pourquoi les gilets jaunes, ça ne se propage pas? Voilà, c'est la société française très rapidement. Parce qu'à mon avis, il y a encore une grosse partie de la société française qui a peur de perdre par rapport au fonctionnement du système économique qui est en place. Ça, il ne faut pas l'ignorer. C'est le principe de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en France, en incluant moi-même, qui n'ont pas l'intérêt de basculer les systèmes. Moi, je n'ai pas l'intérêt de faire sauter les systèmes. J'en ai pas de maison, je m'en appart. Et beaucoup de gens ils sont dans cette démarche. Et donc là, en fait, on joue dans un moment où un système économique qui est arrivé à distribuer des ressources aux gens par des manières différentes continue encore à tenir les gens arrêtés. Mais en fait, les conditions deviennent de pire en pire, surtout dans certains pays. Ça, vous commencez à les voir en Italie. Moi encore, j'entends des discours du gars qui me dit, mais moi, je ne vais pas réformer les retraites parce que quand même, je dois aider mes enfants ou mes grands-enfants, machin. Mais progressivement, le nombre de gens qui sont favorisés par les systèmes vont se réduire. Et c'est un moment-là où, en fait, les mouvements s'éclatent et se propagent. Prenez les cas de l'Espagne. Encore une fois, intéressant ce qui s'est passé avec les Kids de Mayo, et après Podemos qui était capable de renverser ces mouvements. Après Podemos descend dans les sondages et descend dans les votes populaires. Et tout le monde dit que Podemos est disparu. Non, c'est pas disparu. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société espagnole qui fait des forces face à ces mouvements. Mais c'est des mouvements qui continuent à être là. Et au moment où les conditions socio-économiques changent et continuent à changer radicalement, les choses vont bouger. C'est inévitable. Le problème, c'est de savoir comment elles vont bouger et dans quelle direction elles vont bouger. Est-ce que ça sera trop tard par rapport à la crise environnementale? Est-ce que ça sera trop tard par rapport à la crise sociale? Mais la société a un mouvement. Regardez un truc. Pensez à il y a 10 ans, il y a eu la crise de 2008. Mais les choses étaient très très figées. Aujourd'hui, on discute des choses qui étaient à l'extérieur du débat public. Même discuter de la distribution de la richesse, il y a 7-8 ans, c'était inconcevable. Si tu discutais de la distribution de la richesse il y a 7-8 ans, tu étais un dangereux marxiste. En 2014, en 2015, même des économistes mainstream peuvent discuter de la distribution de la richesse. Et ça commence à devenir un discours de sens commun. Donc en fait, c'est vrai, il faut être pessimiste. Je suis pessimiste pour tout ce que je vois dans l'offre politique et dans la persistance de certaines structures. Mais de l'autre côté, on ne doit pas ignorer qu'il y a quand même pas mal de poussées et pas mal de crises et de facettes dans les systèmes qui ne marchent plus. Et au bout d'un moment, ça va sauter. Le problème, c'est que quand les systèmes sautent, c'est les gens qui se sont préparés avec des réseaux et des networks qui vont dominer les changements sociaux. Juste une chose, après j'arrête parce que j'étais trop long, je comprends. Mais regardez dans les pays islamiques ce qui s'est passé en Égypte en 2010. Vous avez les gens de gauche, les intellos qui font sauter les systèmes, qui protestent. Et après, c'est qui prend les relais? Dès qu'un système politique a sauté, il n'y a pas d'organisation, c'est qui prend les relais? C'est les religieux. Et pourquoi? Pas parce qu'ils sont religieux et les gens sont croyants. C'est pas ça le problème. C'est que les religieux, ils contrôlent des réseaux, ils contrôlent des ressources, ils ont la capacité de faire certaines choses. Donc, laissons attirer, les mouvements sociaux doivent bâtir des ressources symboliques, économiques, d'appui territorial pour pouvoir exploiter les mouvements de rupture. Parce que les mouvements de rupture vont se passer. Le problème, c'est qui va être fort au moment où un certain type de système de pouvoir va se casser. Et aujourd'hui, l'exemple que tu donnais paradoxal des mouvements transnationaux, c'est exactement ça. C'est
Salvini, c'est Marine Le Pen, c'est des gens de l'Est de l'Europe qui se disent, bah là, on est à un point de rupture, bah, il faut mettre nos ressources symboliques, économiques, de participation sociale ensemble pour pouvoir être très fort au moment où la rupture se passe. Et c'est ça qui est très inquiétant de ce point de vue-là. Et où est la gauche dans tout ça? Où est la question de notre passé? Ben, c'est ça la question qui me rend pessimiste. Désolé pour Sinon, pour répondre à Quentin, il y a aussi, dans ta question, il y a un effet un peu magique, c'est tout d'un coup, on voit alors les Black Blocs, voilà, bah, ils sont européens, les Gilets jaunes, bon, il y a 2-3 répliques, mais non, ils ne le sont pas. Ensuite, et cela, et alors il y a plein de mouvements européens qui existent, qui d'un seul coup, ils cristallisent pas et ça ne marche pas. Et c'est pas faute d'efforts de la part des militants qui vont essayer de les mettre en place. Et puis tout d'un coup, ça marche. Alors, bon, on peut faire des trucs, hein, du genre, on peut dire par exemple les Black Blocs sont des gens qui sont souvent issus de milieux relativement cultivés, des transnationaux, donc plus facile à connecter les uns avec les autres, et qui sont en plus au départ sur des positions très minoritaires, très minoritaires, et donc ça permet d'avoir un plus petit nombre, et donc c'est plus facile d'avoir une organisation avec un plus petit nombre. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, le patronat s'organise beaucoup mieux au niveau international parce qu'ils sont beaucoup nombreux, et donc c'est beaucoup plus facile de s'organiser quand on n'est pas nombreux que quand on est nombreux. Il y a des tas de trucs, l'argent aide aussi. Quoi? L'argent aide aussi. L'argent, oui, mais ils sont pas nombreux. S'organiser à 10 patrons d'industrie, c'est plus facile que de s'organiser à 200 000 salariés des 10 patrons d'industrie. Donc ça explique que certaines internationales fonctionnent mieux que d'autres. Mais indépendamment de ça, au niveau individuel, la question qui est de où est-ce que je mets mon énergie pour être le plus efficace n'a pas de réponse. Parce que on ne sait pas. Voilà. C'est pas vrai qu'on a un univers déterministe face à nous, alors peut-être qu'il l'est, mais il est inconnu. Donc on sait, ce que tu disais était juste, il peut y avoir des basculements, il peut y avoir des signes, tout est possible, mais par où ça va passer, ben, on n'en sait rien du tout. Et donc chacun met un peu son énergie comme il peut, en fonction aussi de ses appétences personnelles et de ses capacités personnelles. Et puis qu'est-ce qui va aider? De toute façon, tout ça, ça aide. Et qu'est-ce qui va d'un seul coup avoir plus d'effets que... De toute façon, les plus d'effets, c'est plus de collectifs. Donc, c'est pas l'individu, c'est plus de personnes. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. On fait, puis on verra bien ce que ça donne. Il y a une question que je me pose et je n'ai pas de réponse, mais c'est qu'en même temps, bon, tu mentionnais Podemos et la perte de voix. On sait aussi que cette perte d'audience et de conviction, elle est très liée aux ruptures d'alliance, aux logiques de dissociation qui s'installent à peine ces mouvements émergents se sont mis en place. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-on aujourd'hui dans une telle logique de dissociation? Enfin, on peut l'analyser du point de vue de l'histoire du socialisme en France, en Europe, et à la lumière notamment de tout ce que tu as expliqué. Mais comment se fait-il que quand on regarde les programmes de quelques listes de gauche qu'on suit probablement les uns et les autres ici d'un peu plus près pour cette élection, qu'on m'explique, mais vraiment qu'on donne la bonne explication des raisons pour lesquelles ces listes n'ont pas fait alliance. C'est-à-dire que la question de l'alliance, aujourd'hui, me semble très compliquée à poser. Parce que, alors est-ce que c'est lié au fait qu'on doit construire des identités politiques fortes en se démarquant, en établissant des ruptures par rapport à des traditions X ou Y, c'est possible, mais il y a aussi quelque chose dans la dynamique même des mouvements qui émergent
qui à mon avis tient à la manière de construire ou de ne pas construire le collectif, et de structurer ou de ne pas structurer le collectif. Ça ne veut pas dire faire de la méta-organisation, mais vraiment structurer le collectif pour produire du commun, qui me semble extrêmement fragile et fragilisé par peut-être cette idée qu'à un moment donné, l'individu n'arrive plus à faire alliance avec l'autre individu pour faire le collectif. Ce qu'on voit un peu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est pas un mouvement unique, qui est un mouvement très diffracté. Donc, il y a 5 ans, les Verts disaient les prochaines européennes, on aura des candidats européens dans toutes les listes de tous les Verts en Europe seront européennes. Où elles sont? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on aurait vraiment, enfin moi personnellement, j'aurais vraiment besoin d'éclairage, d'arriver à comprendre ce qui se passe en ce moment sur cette dislocation extrêmement puissante et qui en plus est d'autant plus puissante qu'on est devant des idéologies qui sont celles qui contestent radicalement et qui annulent tout ce qu'on a fait pendant 20 ans, 30 ans autour de la diversité, du pluriel, etc. Je ne sais pas comment vous voyez ça, moi ça m'intéresserait de... Moi j'ai une réponse atroce. On avance unis, on se replie en se dépendant dans toutes les directions. C'est la fuite qui part, c'est la débandade. Mais parce que c'est des défaites historiques qui sont en train de se produire. C'est des défaites. Donc du coup, ça part en débandade, chacun pour soi, au secours, c'est une forme de fuite. Avec des sondages en France qui sont fascinants. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des résidus ultra minoritaires du Rassemblement national arrivent à faire plus que dans les sondages que des mouvements politiques censément importants d'une génération. Vous savez qui peut faire moins que Philippot. Donc quand on en est là, c'est la débandade. Et donc tout le monde fuit dans sa direction. Oui, non, juste, j'ai eu un petit pas déjà vu, mais un truc qui me... moi, je fais référence à l'univers sécuritaire, donc les dispositifs sécuritaires, etc. Beaucoup d'éléments nous renvoient au début des années 2000. En Italie, au début des années 2000, on a pris un gros coup, quoi. Il y avait un mouvement, le global, non, il y a eu un gène, il y a eu des éléments, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait une construction, un univers collectif très différent, etc., mais qui avait un processus qui était court. Et pour des raisons X, Y, Z, ce mouvement a été totalement annihilé, et on en paye encore les conséquences. D'où la très, très grande incapacité de recomposer et de se structurer. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans il y a une part construence qui se fait ou qui se fait pas, mais il y a aussi une part destruence qui est toujours opérationnelle. Et c'est sur ça aussi qu'il faut rester vigilant, parce que sinon on va se faire bouffer. On est dans un espèce de monde schumpeterien, c'est-à-dire qu'il y a des différentes forces, et il y a des partis politiques qui mènent leur combat, et qui progressivement se cassent la gueule parce qu'ils n'arrivent pas à interpréter certains exigences politiques. Mais quand il y a un grand moment d'incertitude électorale et politique, ce moment les gens ils poursuivent leur propre stratégie, qui est une stratégie de se faire élire au Parlement européen. Mon expérience en Italie avec des députés et des partis de gauche est acclamant. C'est-à-dire, très souvent, vous avez des gens, là, on s'interroge. Franchement, souvent, les premiers politiques, c'est de se faire élire. D'autant plus que la situation est si compliquée, vous ne voyez pas de solution. Vous remettez
c'est un truc qui est profondément intéressant. Je sais, je suis d'accord au niveau politique, mais c'est très intéressant. Et Philippot, il est beaucoup plus capable de capturer un certain type d'électorat que Benoît Hamon. Je sais que ça fait peur, mais c'est la réalité des faits. Et si Philippot, et si à l'intérieur du Front National, ils auraient suivi et écouté beaucoup plus de l'idée de Philippot, je vous dis qu'aujourd'hui, on va avoir un Front National encore plus fort. Moi, c'est que je pense après. Je suis d'accord, je pense que si c'était lui au deuxième tour face à Macron. Il y a des grosses batailles, même, heureusement que même à l'intérieur du Front National, quand même, il y a des égos personnels, il y a des choses de ce type-là. Parce que s'ils auraient vraiment écouté Philippot, parce que c'est Philippot qui a ramené. N'oubliez pas qu'est-ce que c'était le Front National avant et qu'est-ce que c'est devenu dans la démarche de la discussion politique. Si vous prenez les programmes électoraux du Front National aux dernières élections politiques françaises, vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées des politiques sociales, bien sûr pour des plans pour certains types de défense, mais il y a beaucoup plus d'idées sociales qu'il y en avait dans les partis socialistes ou à l'intérieur de Macron. Donc ça, c'est des choses quand même très intéressantes et qu'il ne faut pas ignorer pour regarder la démarche politique. Les gens, après, ils regardent de manière superficielle. Nous, peut-être, on est très engagés dans notre boule à l'intérieur du débat politique, mais après, vous regardez les choses, vous regardez les personnages politiques qui étaient beaucoup dans la politique, qui n'ont pas beaucoup fait, et vous pensez à les suivre certains types d'intérêt. Et après, sur ce qui concerne les mouvements 2001, le mouvement global, après, c'est vrai qu'on a pris des gros coups, et historiquement, le mouvement social se prend toujours des gros coups, après, ils se rétablissent ou ne se rétablissent pas. Mais la réalité, moi je pense, et ça va être un peu mon âme un peu positive, l'énergie qui était créée par ce type de mouvement, l'effet qu'il y a certains types de gens qui ont été formés à l'intérieur de ce mouvement, ça ne se disperse pas totalement. Ce type de gens, ils se retrouvent à l'intérieur d'autres mouvements, de l'autre énergie. Après, peut-être que ce n'est pas un processus efficace. C'est-à-dire, ce n'est pas les processus plus efficaces pour arriver à une résistance vraie contre les pouvoirs existants et l'existant. Mais les gens, ils s'engagent dans des différentes formes comme ils souhaitent. Après, évidemment, c'est pas ces choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est là où il faut s'inquiéter, c'est qu'on est sur les patronats, la résistance du capital est très très forte parce que la concentration du capital est très élevée, plus qu'élevée qu'il a été dans les dernières 70 ans. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont la capacité de mobiliser des idéologies, notamment si vous prenez l'exemple du Brexit et de Farage. Farage, c'est une marionnette d'un certain type de pouvoir économique en Angleterre, qui arrive à reprendre cette question culturelle et fracture sociale à l'intérieur d'un contexte en convainquant aussi une partie de la classe populaire anglaise, de certains types d'idées. Et ça c'est quelque chose qui est très très dangereux. Je veux dire, c'est là en fait, parce que quand même faire de la politique, c'est de la justice économique. On reprend l'exemple de Podemos. Podemos, il n'est pas arrivé de rien. Podemos, il a beaucoup d'argent du Venezuela, de Chavez, c'était des gens qui étaient engagés en Amérique du Sud, qui ont après eu la possibilité d'avoir des moyens économiques pour faire certaines choses. Ça, il faut se le dire. Et la politique a été toujours aussi bâtie sur ça. Et comment on bâtit, on gère toutes ces choses, c'est intégré à toute la surface du mouvement social. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à gauche, les gens qui ont des ressources économiques symboliques, ils les utilisent comme ils peuvent, mal, ou pour garder le pouvoir politique. Allez regarder à rue Solferino, mon bureau est juste à côté des rues de Solferino, regardez qu'est-ce qu'ils font avec les sièges du Parti Socialiste. Je pense que c'est une image très puissante de ce qui se passe aujourd'hui avec la gauche. Ils sont en train de bâtir un truc acheté par une compagnie multinationale, grands architectes. Voilà. Je ne sais pas pour combien d'années les sièges du Parti Socialiste étaient à Solferino. Ces choses-là, ça nous donne des dimensions, même comme du pouvoir immobilier, certaines choses. Voilà, les grands, je ne sais pas combien il va prendre les grands noms, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que sinon on peut, je pense, commencer. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question ou faire une dernière remarque? Est-ce que ce revirement, finalement, on a commencé à être vaguement plus optimiste vers la fin. Est-ce que ça vous a convaincu?
perçu comme négatif. Mais par exemple, aux États-Unis, à ce moment, il y a un jeu. Moi, je viens de passer 3 mois et demi aux États-Unis. Il y a un clair jeu, c'est-à-dire que les républicains, ils attaquent Ocasio-Cortez parce qu'en fait, ils veulent montrer au centre de l'électorat américain que les partis démocrates sont en train de pousser à gauche. Et donc, ils font ces jeux d'envoyer avec qui Ocasio-Cortez joue. Je ne sais pas si ces jeux de basculement, finalement, ça va s'imposer contre les partis républicains. Les partis démocrates ont fait la même erreur avec Trump, c'est-à-dire qu'il a démonisé Trump jusqu'à ce que Trump a gagné les élections. Bon, aussi pour d'autres politiques, par rapport à Clinton et tout ça. Et ça, je ne sais pas, en Italie, on dit, je ne sais pas si on pourrait traduire ça, tantôt mail, tantôt bête, tantôt vite. Plus les choses vont devenir de pire en pire, tant mieux parce qu'au bout d'un moment, on va bâtir une résistance à gauche. Ça, c'est aussi un argument très dangereux, dans le sens, je sais pas, mais c'est vrai que ça constitue des batailles symboliques. C'est important d'avoir un ennemi. C'est tout ce qui nous dit les populistes, les gens qui étudient la classe. Il faut avoir un ennemi bien précis. Et donc, avoir des gens comme Trump, comme Bolsonaro, ça sert à créer un ennemi. Et après, si tu n'as pas de stratégie de l'autre côté, l'effort d'avoir un ennemi, c'est pas suffisant. Et ça polarise. Ça polarise les débats, ça fait un peu des trucs. Et après, je ne sais pas, sur le long terme. C'est vrai que ça polarise les débats et ça permet à certains trucs. Pour moi, le pire est pire. Dire que le pire peut produire du meilleur, c'est pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dans un système comme Bolsonaro. Non, je sais bien. Mais ce que je voulais dire, ça c'était pour ça. Bien sûr que. Je suis d'accord que tu peux pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir cette tentation de construire un ennemi, et je pense que c'est même d'ailleurs l'antithèse de la complexité dont je parlais précédemment. C'est-à-dire que si on sombre dans le Carl Schmittisme bas de gamme, si je m'exprime ainsi, c'est la fin de la pensée démocrate. Donc, non, c'est parce que les choses sont multiples et que nous, on est des combattants de la diversité multiple. Et donc, la figure d'un adversaire ne nous empêchera pas d'avoir aussi d'autres adversaires et d'avoir aussi d'autres. Et d'être dans cette multitude qui est cruciale pour les défenseurs de la diversité, y compris une multitude des adversaires. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Donc, je pense qu'on peut aussi voir cette rencontre en remerciant encore une fois Emmanuel Docès, Ghislaine Lasson-Deschaume, Filippo Furri et Emanuele Ferragina. Et bon, je pense qu'on a tiré quand même une leçon de cette rencontre, c'est qu'en France, comme en Europe, comme sur tous nos territoires, malgré tout, il faut résister. Du moins, on n'a pas le choix. Voilà. Merci beaucoup à tous.